Bonjour les amis. Bon, je suis en train de me demander, est-ce que je reste dans la grange où c'est un sanctuaire anti-moustique ou est-ce que je sors à l'extérieur? On va voir ça tout de suite. Alors comme d'hab, abonnez-vous, le pouce, un commentaire. Pensez aux femmes et aux mères des soldats, comme toujours, elles en ont besoin. C'est toujours la même chose. Il va y avoir une réunion bientôt, donc je veux pas arriver les mains vides. J'aurai pas les mains vides parce que quelques personnes ont envoyé un petit peu de sous, mais ça serait bien d'avoir quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Voilà pour ça. Ah, j'ai des mauvaises herbes qui poussent dans le sable, super. Oh, ils sont en train de me piquer, je suis en short, ils sont en train de me piquer sur les jambes malgré que j'ai mis de la bombe. Alors le problème en Russie, c'est que vous avez plein de moustiques, mais il n'y a pas de produit vraiment efficace. Tous les trucs qu'on achète, ça marche pas. Ça marche 5 minutes, enfin, c'est pas terrible, quoi. Bon, je retourne dans la grange, j'y serai bien mieux. Alors, comme demain c'est le 6 juin, j'espère que la vidéo ne sera pas démonétisée. Donc du coup que vous pourrez la voir avant demain ou demain. Eh bien, j'aurais voulu vous parler de ce que j'ai vécu pendant des années, étant policier à Caen, habitant à 9 km des plages du débarquement, à 9 km de ma beach. J'habitais au Mollet-Litry pendant des années. Tous les commémorations du débarquement, je les ai faites, parce que j'étais volontaire à chaque fois. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu par exemple une demande de l'administration d'Obama, parce que sa voiture était tellement grosse et tellement large, la voiture blindée du président américain, qu'il voulait aller à la préfecture de Caen, et des Américains sont venus juste avant pour mesurer la largeur de l'entrée de la préfecture, et c'était trop étroit pour la voiture. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à ce qu'on élargisse ou qu'on détruise le Porsche qui a 200 et quelques années pour que la voiture puisse rentrer. Et là, quand même, l'administration française, l'État français a dit non, non. Donc il a dit bah, j'irai pas. Bah, t'y vas pas. C'est l'arrogance américaine, quoi. On est leur chose, quoi. On doit faire ce qu'ils disent. Bon, ça c'est une chose. Je suis monté dans la voiture du président américain parce que j'ai été à l'arrivée où comment ça s'appelle, des Galaxies, les gros porteurs américains. Ouais. Les gros avions sont arrivés sur l'aéroport du Bourget, du Bourget, l'aéroport de Carpiquet. Et à ce moment-là, j'étais au commissariat de Carpiquet, moi. Et donc, ils ont descendu les deux voitures, il y en avait deux. Et il y en a une qui s'est garée près de nous, quoi. Et puis un Américain, je sais pas qui c'était, en uniforme, je crois, si je me rappelle bien, qui a vu qu'on regardait la voiture et il a dit comme ça, vous voulez monter dedans? Et bon, ben, avec mes collègues, on lui a dit, bah oui. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un bouton spécial, un peu caché, pour que la porte s'ouvre, parce que sinon on peut pas la manœuvrer à la main, tellement elle est lourde, tellement elle est blindée. C'est un tank le truc. Hein. Et puis à l'intérieur, il y a des écrans télé, les écrans ordinateurs, il y a un bar au milieu de la banquette. C'est assez confortable, c'est spacieux, évidemment. Les vitres sont épaisses comme ça. Je sais pas combien ça doit peser une vitre là, mais c'est assez costaud. Bon voilà.
Ça, c'est les trucs avec les Américains. Euh, j'ai été... alors, je sais plus à quel cimetière, parce que il y a un hélicoptère polonais qui se posait pour aller au cimetière où étaient des Polonais. Et, et on a fait la sécurité de, de l'atterrissage de l'hélicoptère, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ces jours-là le, au cimetière de la Cambe, c'est le cimetière allemand, il y a la tombe de... Comment il s'appelle Wittmann. Wittmann, c'est ça, le tankiste allemand qui a détruit beaucoup de blindés anglais hein, avec son tigre pendant la bataille de Normandie et puis qui est mort. Alors tiens, j'ai une histoire à vous raconter là-dessus après, euh, qui me revient. Donc il fallait aussi, je sais plus pourquoi, il fallait qu'on aille aussi surveiller sa tombe parce que même si c'était en zone gendarmerie, parce que ils avaient peur que des gens un petit peu zinzin, genre les mercenaires qui sont en Ukraine en ce moment, viennent et puis fassent du cinéma autour de la tombe. Enfin bon, mais il y en avait tout le temps du cinéma. Il y avait toujours des fleurs, il y avait toujours, mais c'était toujours gentil, quoi. C'était pas, il y avait pas de croix gammée, il y avait pas de tout ça. C'était des fleurs, des fans, quoi, des gens ou peut-être sa famille, ou j'en sais rien, mais il y avait toujours des trucs. Il y avait des photos, il y avait des photos de lui. Voilà. Euh, alors, concernant Wittmann, euh, un jour, j'étais au commissariat de Caen, et puis on m'appelle, et on me dit, tiens, c'est toi, tu parles anglais, toi? Et ouais, j'ai dit, oui, enfin, je me débrouille. Et j'étais un des seuls au commissariat qui parlait anglais. Donc, je vais à l'accueil, et là se trouvait une dame, une américaine, qui parlait très peu français, mais un tout petit peu, mais bon, évidemment, qui parlait en anglais, et qui était là pour... elle commence à m'expliquer qu'elle est venue parce que son père était un pilote de P-38 pendant la guerre, et en 1944, au moment du débarquement, il a été abattu et il s'est écrasé en Normandie, et elle cherche l'endroit, parce il était enterré au cimetière américain, et elle cherchait l'endroit où son père avait été abattu. Bon, alors moi je ne peux pas prendre l'initiative de l'aider comme ça, donc je demande l'autorisation, on me la donne. Donc je prends une voiture de police avec un de mes collègues et on prend la dame et on l'emmène avec les documents. Alors c'était super intéressant à faire évidemment. On emmène la dame avec ses documents qu'elle avait. Elle avait des cartes, enfin, elle a vraiment fait des recherches pendant des années. Et, euh, et on va sur la route de, j'ai oublié tous les noms d'abord. C'est la route de Caen qui descend en ligne droite, là, qui va vers, je sais plus quelle ville. Bon bref, c'est pas grave. Et puis Et puis on arrive dans un champ, sur la gauche de la route principale. Il y avait un champ, et elle dit c'est là. C'est là que l'armée américaine a déclaré qu'elle avait été abattue exactement là, parce qu'elle avait le positionnement GPS, etc. Puisqu'il y avait des choses qui avaient été faites une dizaine d'années avant. Pour justement faire ce truc-là, pour faire ces relevés. C'est un Américain qui avait fait ça. Bon, donc elle avait la position GPS de l'endroit où éventuellement son père avait été abattu. Donc, nous voilà au bord de la route, avec un champ devant nous, et puis quoi? Et puis rien, quoi. Évidemment, il n'y avait pas un P-38 au milieu du champ. Et puis d'un coup, il y a un tracteur qui arrive, il s'arrête, il vient nous voir, il voit la voiture de police, évidemment, il se demande, donc il vient nous voir, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, ben, la dame, c'est une Américaine, elle cherche l'endroit où son père s'est écrasé, tout ça. Et il dit, ah bah oui, 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 je suis au courant, c'est mon père qui l'a retrouvé, qui l'a retrouvé mort, évidemment. Mon père, si vous voulez lui parler, il est à la ferme. Il est âgé maintenant, et il travaille pas, il travaille plus, il est à la ferme, c'est moi qui m'occupe de la ferme.
Ou le grand-père même, je crois. C'était même le grand-père. Il était jeune, le type là. Bon, donc il me donne l'adresse. Enfin, oui, il me donne l'adresse. On se retrouve à la ferme. Et, euh, et il nous fait rentrer. Et on voit le grand-père assis. Alors, vous savez, c'est un vieux Normand bougon, comme ils sont souvent les vieux Normands, comme ça, euh, avec un caractère, un petit peu un caractère de cochon. C'est comme ça qu'on les voyait, moi, quand j'étais gamin, les Normands, hein. Et là, bon, bah, apparemment, c'était bien comme ça. Et je lui explique ce que voulait cette dame. Il me dit, il se lève avec sa canne, il dit, suivez-moi, venez avec moi. Bon, donc on va avec lui, on le suit, on monte dans les étages de la ferme, on monte un dernier escalier, on arrive dans une porte, il ouvre et je vois que c'est le grenier. Et puis, une fois dans le grenier, euh, qu'est-ce qu'il veut encore le chien? Une fois dans le grenier, eh ben figurez-vous qu'il y avait des morceaux de P38 qui étaient dans le grenier et qu'il avait retiré de son champ, en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Non, 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 la fifi, elle est pas là. Et donc des morceaux de P38. Bon, et toujours le type très bougon, très, vous savez comment on faisait les anciens avant. C'est là. C'est ça l'avion. Comme ça, il parlait, vous voyez. Et puis la dame, elle regarde, elle voit il y a un numéro, elle reconnaît, elle voit sur ses documents, c'est bien le numéro de l'avion de son père, tout ça. Alors elle était assez choquée de retrouver l'avion de des morceaux de l'avion de son père. Et puis le papy, il cherche, je sais pas où, pendant qu'on discute, là, il cherche dans des morceaux de je sais pas quoi, dans des coffres, ou je sais plus dans quoi il cherche. Et puis il revient vers nous, et il tend à la dame 2 objets. Il tend une boîte avec un levier pour faire comme ça avec, et le manche à balai de l'avion. Et il dit comme ça, ce monsieur bougon, autoritaire, avec un visage fermé et tout ça, il dit tiens, c'est les 2 derniers trucs que ton père il a touché avec ses mains. Il dit comme ça. Alors vous imaginez la tête de la dame, elle se met à pleurer, elle les prend évidemment, elle le remercie en français, le monsieur, et puis il s'en va. Vraiment le grand-père normand, quoi. Et la dame, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Parce qu'effectivement, c'était les 2 derniers objets que son père avait touchés. Le manche à balai, avant de s'écraser, quoi. Le manche à balai et la, la manette de vitesse, enfin le truc pour foutre les gaz, ou euh, à gauche, à droite, j'en sais rien où c'était, mais bon, c'est sûrement à gauche. Et, euh, et c'était hyper émouvant. Moi, j'avais la larme à l'œil aussi, hein, même si c'était en tant que policier en tenue. Bon, bah, je me disais non, non, faut pas, ça se fait pas, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais les yeux brouillés, quoi. Le petit-fils, pareil. Le petit-fils du paysan, il savait pas tout ça. Donc ça l'a ému aussi, la dame aussi, et elle est repartie. Je l'ai ramenée à son hôtel. Elle est repartie avec son, avec ces 2 objets. Et moi, elle a voulu me donner de l'argent, j'ai pas voulu. Mon collègue non plus. Le jeune homme de la ferme non plus. Personne n'a voulu d'argent. Voilà, c'était. Voilà. Elle est repartie aux États-Unis avec avec les 2 derniers objets que que son père avait touchés, ou son grand-père. Non, c'était son père parce qu'elle était assez âgée, la dame. Elle devait avoir 70 ans, je pense. Non, 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 c'était son grand-père, je pense. Bon, bref. Et, euh, et donc je retourne à la ferme une fois que j'ai. Parce que oui, parce que le fils, le fermier, le jeune, il a voulu venir avec nous pour l'accompagner. Donc il a demandé s'il pouvait monter en voiture de police. Donc je lui dis oui. Donc évidemment, une fois arrivé à l'aéroport, enfin à son hôtel et qu'on l'a laissé, bah, je l'ai ramené. Donc je le ramène et puis
Il me dit, mais il y a plein d'autres objets dans le grenier, vous voudriez pas voir et puis je vais voir. Et moi, l'histoire, ça m'a toujours intéressé. Surtout, j'ai été pendant un temps trésorier du musée d'Idéoma, qui est tout au bout de la plage, à gauche là-bas. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, bah, paix à son âme. Michel, qui s'occupait de tout ça, il est décédé depuis. Mais il avait une collection mais incroyable, hein. Dans le château qui est en face du musée, si vous saviez tout ce qu'il y a dans la cave et tout, il y a des trucs. Le musée est pas assez grand. Il avait le projet de construire un truc neuf. Je sais pas si ça a été fait depuis. De faire un beau musée neuf en dur, parce que là, en fait, le musée d'Idéoma, c'est un ancien, c'est un ancien hôpital américain qui a été placé là pour soigner les Américains et qui est resté et qui est devenu, après, pendant la guerre, quand les Américains revenaient en Normandie pour se reposer, qui est devenu un cinéma et qui est resté là. Et Michel l'a racheté et ça commence à se dégrader un peu partout, quoi. Mais dedans, c'est une mine d'objets incroyable, quoi. Bon, bref, c'est autre chose. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment génial. Euh, donc le jeune homme me ramène dans le grenier et puis m'emmène dans une autre partie du grenier où là il y avait des plaques de métal aussi, il y avait un tas de trucs et, euh, et moi avec mes petites connaissances que j'avais en histoire, parce que j'ai toujours bien aimé les petits moments du débarquement, si vous voulez, les petits trucs qui se sont passés, pas la grosse histoire c'est intéressant, mais les petites histoires. Et en fait, le type me montre, je reconnais que c'est des pièces de tank, euh, à la forme très carrée, avec beaucoup d'angles et tout ça, je reconnais des pièces de tigre. C'était hyper lourd. Enfin, je veux dire, je sais même pas comment ils ont fait pour monter ça là-haut. Enfin, il y avait une grande porte dans le toit, et puis il y avait certainement une poulie, j'en sais rien, je sais pas comment ils ont fait. Et moi, de mémoire, je me rappelais que le char si je me trompe pas, hein, parce que peut-être que je me trompe, hein, vous allez me dire, hein, le char de Whitman, c'était le numéro 100 ou le 107, et sur le métal, là, c'était marqué 107. Donc, bah, je me suis dit, bon, bah, ça doit être un morceau du tank de ce mec-là. Voilà, c'est pour ça que je me rappelle de cette histoire. Et après, souvent, j'ai lu dans des bouquins qu'on savait pas, qu'ils n'avaient pas retrouvé, qu'il y a des photos qui ont été faites, mais c'était pas celui-là, etc. Et moi, je savais pertinemment que ce que j'avais vu, c'était ce que j'avais vu, quoi. Alors maintenant, peut-être que je me trompe sur le numéro. Je sais plus si c'est 107 ou 100, je me rappelle plus, mais à l'époque, je le savais vraiment et c'était bien le numéro que je pensais. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite? J'ai été faire un renfort aussi à Sainte-Mère-l'Église, parce qu'il y avait un ancien gendarme, enfin pas parce que, mais j'ai été faire un renfort là-bas, et on était tout un groupe de passionnés de cette période qui aimions l'histoire. Et dans le groupe, il y avait un ancien gendarme en retraite qui avait complètement retapé ce qu'on appelait un Kettenkrad. C'était une moto allemande à l'avant et à l'arrière deux chenilles. Et avec de quoi monter 4 ou 5 bonhommes, quoi. Donc il avait retapé tout ça, ça fonctionnait à merveille. Il y avait même une mitrailleuse sur l'arrière qui était montée sur un axe. Et il faisait des allers-retours dans Sainte-Mère-l'Église devant les touristes qui étaient complètement ébahis par son truc. Et c'est vrai qu'il était beau, son machin. Et donc on s'est retrouvé à Sainte-Mère-l'Église et on me demande, enfin pas qu'à moi, hein, on était en renfort. À l'époque, j'étais pas comme les CRS, j'étais comme les CRS, ça s'appelait les CDI, c'était compagnie départementale d'intervention, c'était comme les CRS mais au niveau du département. Et, euh, et donc je vais là-bas et on nous demande de sécuriser des gens qui arrivent et en fait, je me rends compte que ces gens, c'était les survivants des parachutistes américains dont ils avaient pris l'histoire et le nom dans la série télé. Euh,
sais plus comment ça s'appelait. Vous vous rappelez sûrement, il y avait une série télé de HBO là qui était super bien foutue. Euh, alors de mémoire, il y en avait un qui s'appelait Garnery, donc lui je l'ai vu. Il avait une patte en moins, je crois. Euh, alors lui, il était hyper actif, très sympa. Après, quand on a été au restaurant, enfin, ils ont été au restaurant, nous on était à l'extérieur, il est sorti, on a discuté avec lui, il nous a donné son adresse, parce qu'apparemment, il aimait beaucoup ça, il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui lui écrivaient, et il passait son temps à répondre, alors à des lettres, hein, pas des mails, hein. Donc, comme dans l'ancien temps, quoi. Donc, je lui avais écrit une lettre, il m'avait répondu. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, bah, Sainte-Mère-l'Église, c'est tout, à part, bon, bah, ça s'est bien passé, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, bah, c'était surtout les officiels qui arrivaient de partout. Donc Obama. Alors le président français, c'était qui? C'était Chirac, je crois. J'ai fait je crois que j'ai fait. Attendez. J'ai fait le 60e, le 65e. Non, pas le 60e. J'ai fait le 65e, ça c'est sûr. Et les autres années où c'était pas aussi balèze que le 65e, mais bon. 65e, il y avait vraiment tous les chefs d'État. Il y avait les Russes. Il y avait normalement, quoi, puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est totalement inadmissible que les Russes ne soient pas invités. Même si c'est pas Poutine qu'ils invitent, mais une délégation, l'ambassadeur, j'en sais rien, n'importe qui. Et puis ils croisent pas Zobilensky là qui va venir, là, et puis c'est tout. Et puis si l'Occident, alors c'est là que vous comprenez quand même que l'Occident cherche absolument la guerre parce qu'en fait c'était une opportunité absolument incroyable de faire venir des Russes, de les mettre à une table avec des officiels ukrainiens, non pas le président, mais des gens, des diplomates ou peu importe, en présence de gens de l'Occident, en présence des Chinois, en présence de ça, et de discuter. C'était l'occasion de faire ça. Mais évidemment, comme c'est pas du tout ce qu'ils veulent, comme tout ce qu'ils veulent, c'est faire la guerre pour euh, c'est complexe, hein. Moi, mon idée, c'est que les très riches américains, les très riches américains, ont payé la campagne de Biden, de Robinette. Et Robinette, il a aussi magouillé dans des trucs avec son fils en Ukraine. Donc, les Ukrainiens, ils savent beaucoup de choses. Donc, ça plus ça veut dire, eh ben, faut aider l'Ukraine. Et ils sont un peu pris à leur propre piège, non, parce qu'ils en profitent pour penser abaisser la puissance de la Russie, alors que c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Et, euh, et donc voilà, donc tout ce qui intéresse ces gens très riches, c'est d'acheter les terres ukrainiennes, puisque c'est ce qu'ils font aux États-Unis en fait. Ils achètent toutes les terres des grands propriétaires terriens. Ils leur achètent pour des montagnes d'or, puisqu'ils ont ces montagnes d'or, eux. Et les mecs ils vendent, et c'est tous les chiens en jachère. Pourquoi? Ben, faudrait se poser la question. Pourquoi ils abandonnent toutes ces terres? Parce que je pense qu'un jour, ils pensent, avec leur idée de ce qu'ils vont faire du futur, qu'il y a un moment où c'est eux qui nourriront la planète entière. Et pour l'instant, non, ils peuvent pas, mais après, oui, c'est ce qu'ils font. Donc, ils font pousser ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sur les terres qui leur appartiennent. Et donc, en Ukraine, bah, comme on le dit, c'est le grenier du monde, c'était le grenier du monde, pas de l'Europe du moins. Euh, et ben ils sont déjà BlackRock, Bill Gates, tout ça, ils ont commencé déjà à filer du pognon aux Ukrainiens pour rembourser les dettes de l'État américain. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Ils s'autofinancent eux-mêmes, quoi. Ils s'autopayent avec, voilà, et à la fin, ben, toutes les terres ukrainiennes sont données à ces gens-là. Donc, rien que pour ça, si les Russes pouvaient prendre toute l'Ukraine et leur faire un gros doigt en disant, ben tiens, vos terres, ben, vous savez où vous pouvez vous les mettre. Les terres, maintenant, on va les donner aux Ukrainiens.
Parce que c'est ce qui se passera si les Russes prennent toute l'Ukraine. Mais je pense pas qu'ils le feront, mais bon, ça c'est autre chose. Bon voilà, donc le 6 juin, voilà ce que j'y ai fait. C'était des moments super intéressants. En fait, moi, ce que je faisais toujours, mais pour tous les sujets, hein, pour le 6 juin, pour le 11 novembre, pour la venue de je sais pas qui. Par exemple, un jour, j'ai été volontaire pour faire le salon mondial de la femme à Deauville. Et là, j'ai vu la plus belle femme du monde. Euh, J'étais avec mes collègues, je me souviens, et j'ai vu une espèce d'halo de lumière. Mais je vous jure que c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Qui est passée comme ça, grande, avec des cheveux derrière, comme des cheveux d'ange qui bougeaient avec le vent. Et des nanas autour qui couraient autour d'elle avec des cahiers, avec des trucs pour prendre des notes, pour je sais pas quoi, je sais pas qui c'était. Et cette femme marchait, mais avec une élégance incroyable, et je savais pas qui c'était. Et en fait, c'était la femme de Bachar el-Assad. Euh, Elle m'a vraiment, moi et mes collègues, on était une femme sublime. Euh, Vraiment superbe. Je vous assure qu'on a cru qu'il y avait un halo de lumière autour d'elle. Je sais pas ce qui a fait ça, mais c'était incroyable. Euh, donc c'est ce que je pourrais conseiller à tous mes anciens collègues qui me regardent, ou les jeunes policiers qui ici me regardent, c'est que dès que vous voyez un télégramme tomber sur un truc que on peut aller faire, je sais pas où, même à l'autre bout de la France, ou à la Guyane, en Guyane, ou à la Réunion, ou je sais pas où, soyez volontaire toujours, tout le temps, toujours. Vous vivrez des trucs incroyables. Vous verrez des machins que les autres ne voient pas. Vous aurez des histoires à raconter en revenant. Vous aurez des souvenirs qui valent tout l'or du monde. Vous rencontrerez des gens que vous ne rencontrerez jamais autrement. C'est génial. Je vous jure, c'est génial. Il faut le faire, même si des fois c'est dans des conditions. Je me rappelle qu'une fois c'était à Vittel, je crois, ou je sais plus. On était, les CRS avaient pris tous les hôtels, etc. Nous on est arrivé après, et puis en fait on a dormi dans les cars, quoi, par terre, au milieu, dans les rangées, sans couverture, sans rien. On nous avait rien dit, donc on pensait être à l'hôtel. Donc on n'a pas emmené de draps, enfin pas de draps, mais de trucs pour dormir, donc de sacs de couchage. Bon bah voilà, c'est arrivé comme ça. Donc voilà, donc pour le 6 juin, je le répète, demain, enfin si c'est demain que vous voyez, si c'est aujourd'hui, vous voyez cette vidéo le 6, donc aujourd'hui, à moins qu'elle soit démonétisée, comme je vous ai dit, pardon, les Russes ne sont pas invités, alors que les Russes ont quand même, c'est quand même grâce aux Russes si les Américains ont pu débarquer comme ils ont fait, hein. S'il n'y avait pas je ne sais combien de dizaines de divisions allemandes qui étaient sur le front de l'Est, c'est qu'ils auraient été en Normandie. Et les Américains, ils pouvaient retourner en slip chez eux, hein. Donc c'est bien grâce aux Russes que ça a pu se passer. Donc le fait qu'ils n'invitent pas les Russes, c'est, j'ai pas de mots. Ignoble, c'est même pas encore assez. C'est dégueulasse. C'est en dessous de tout. C'est même pas de la diplomatie, c'est de la méchanceté, de la vilainie, de la traîtrise envers les gens qui sont morts à cette époque-là. Enfin, c'est une horreur. Et par contre, ils invitent l'ex-président, puisqu'il est plus président depuis le 20 mai, il est plus rien, il est invité comme rien, mais il représente quand même les néo-nazis, dont les ancêtres, qui étaient SS, avec les Allemands, supplétifs allemands, étaient en Normandie et en France, et ont participé à la chasse, à l'abattage et aux exécutions des résistants français, qui actuellement doivent être dans leur tombe et doivent se retourner 2, 3, 4 fois comme ça, quand ils m'entendent dire ça. Euh, donc quand vous voyez comment on réagit, c'est un truc, ça c'est pour les militaires français, que je dis ça, s'ils m'écoutent. C'est un truc, vous voyez, que moi j'ai pensé quand j'étais militaire, et puis même quand j'étais flic après, c'est qu'en fait, contrairement à beaucoup d'États, comme les Américains, comme les Russes, comme je sais pas, mais les Américains, Russes, je sais qu'ils font pas ça. Mais la France, vous vous battez à en mourir pour elle,
Et après, une fois que vous êtes mort, vous n'êtes plus rien. Ils s'en foutent. Ils vont peut-être vous faire un monument, je sais pas où, un truc où personne n'ira, où il y aura rien, et puis voilà. C'est comme quand j'étais gosse, on allait pour la fête des morts, là, on allait au cimetière, et puis on voyait les gens de la Croix-Rouge avec leurs trucs qui faisaient comme ça, puis avec les pièces dedans, là, en métal, et c'était pour entretenir les tombes des soldats français, parce que l'État pouvait pas le faire. Euh, et j'avais demandé à ma grand-mère, je crois, d'aller voir, et tout était plein d'herbes, toutes vertes, tout, plein de mousse, tout dégoûtant. Enfin, aucun respect, rien pour tous ces gens qui sont morts pour la France. Les seuls Français qui respectent leur mort, c'est la Légion étrangère. Voilà. Et peut-être certains régiments français, comme de parachutistes ou les régiments d'infanterie de marine ou des choses comme ça, qui doivent certainement avoir dans leur base des monuments pour leurs morts et ils pensent à eux au moins quelques fois par an. Mais, euh, mais l'État français n'en a strictement rien à foutre. Donc sachez que là, par exemple, si Macron dit demain qu'il y a des 200 soldats qui vont partir en Ukraine, sachez que pour Macron, vous êtes zéro, vous n'êtes rien. Vous partez mourir. Vous êtes en fait pour lui une excuse qu'il va essayer d'utiliser pour, si vous vous faites tous écrabouiller, et vous êtes tous en 250 morceaux, de déclencher une guerre contre la Russie. Avec des bataillons de LGBT qui vont faire peur aux Russes, certainement. Je sais pas. Parce que c'est sûr que si vous avez des soldats russes puis qu'arrivent en face des types en jupe avec des talons puis qui font ouh comme ça, les Russes ils vont se tirer en courant parce qu'ils vont avoir la trouille. Là c'est pas possible, ça c'est pas possible pour eux. Je pense que c'est l'arme ultime de Macron. Et puis imaginez un coup de talon aiguille dans l'œil quoi. Enfin c'est horrible quoi. C'est grave. Un coup de talon aiguille dans l'œil, ça se trouve ça peut être des talons empoisonnés en plus. Imaginez. Enfin bon. Donc, c'est un sale jour pour la France, demain, parce que, quelque part, on va encenser les gens qui nous ont mis en esclavage, mais les Français continuent à le faire, certains Français, beaucoup de Français continuent à le faire, parce qu'il n'y a pas que des idiots en France quand même, en remerciement de ces Américains qui sont morts en 1944, et pas pour l'État américain, et pas pour Robinette, et pas pour Macron, et pas pour tout ça. J'avais dit dans une vidéo que le dernier type vivant du commando Kieffer aurait peut-être mieux fait de pas y aller. En fait, si, parce que il faut qu'il y aille, parce que il va pas y aller pour Macron, pour tous pour tous je sais pas quoi, je n'ai pas de mots, euh, ces gens horribles, ignobles. Il va y aller pour ses copains qui sont morts. Il va y aller pour tout ça, quoi. Il va pas y aller pour les deux, je crois que c'est 2 ans qu'ils en ont bavé, mais alors, comme je sais pas quoi, à s'entraîner dans les camps anglais avant de faire le débarquement. Bon, les mecs, ils devaient être au top, hein, quand même, hein, physiquement. Je pense que ça devait être des sacrés costauds. Donc voilà, bon bah je vous ai donné des petites histoires que j'ai vécues en Normandie. J'en ai pas d'autres qui me reviennent. Euh, il y en a certainement, mais non, j'ai pas d'autres trucs. Ou des trucs insignifiants, comme par exemple à Carpiquet, quand les avions se sont posés de divers pays, etc. Les Américains ont demandé à avoir le hangar qui était au bout là-bas, tout seul, avec personne. Et ils ont commencé à installer tout autour des radars, des machins, des trucs. Euh, Comme quoi ils ont confiance dans les pays dans lesquels ils vont, quoi. Des trucs, des détecteurs de je ne sais pas quoi, des radars qu'ils ont plantés dans le sol, hein, des trucs. Parce qu'après que mes collègues en avaient été voir s'ils n'avaient pas laissé des trucs, parce qu'il y en avait un qui voulait récupérer des caisses de munitions, mais il n'y en avait pas évidemment. Mais il y avait des 3 trous,
comme des trépieds qui avaient été enfoncés dans le sol à plusieurs endroits, tous les 50 mètres, tout autour de la base. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter. Euh, donc moi je suis totalement dépité par ça. Je suis totalement dépité par le fait qu'on utilise vos impôts pour envoyer des armes en Ukraine, pour les nazis, pour ce pourquoi nos grands-parents ou nos pères ou nos arrière-grands-parents, suivant l'âge que vous avez, se sont battus, sont morts, ont peut-être été blessés, ont perdu une jambe, un bras, je ne sais quoi. Ou certains ont été torturés, fusillés par les nazis. Et, euh, et aujourd'hui, pour des intérêts, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est légaux? Est-ce que c'est économique? Bah, je crois pas, parce que ça a fait couler la France. Donc il n'y a rien d'économique dans tout ça, ou alors c'est tellement économique qu'ils sont tellement nuls ceux qui ont fait. Enfin, vous êtes bien d'accord avec moi pour ça, que c'était peut-être économique en fait, mais ils sont tellement nazes. Donc voilà. Bah écoutez, c'est pour ça que quand je vous demande si vous voulez aider les femmes et les mères des soldats, en fait, je pense à chaque fois une chose. Je pense que vos impôts, ils vont là-bas en Ukraine par les canons César, les munitions, les fusils, les uniformes, tout ce qu'on veut, les boîtes de rations qui n'arrivent jamais, qu'on retrouve en Afrique. Hein. Et les soldats ukrainiens sont morts de faim. Euh, donc en fait, on envoie tout ça grâce à vos impôts. Même si vous voulez pas, ben vous n'avez pas le choix. Bientôt, on va vous prendre des sous sur votre livret. Alors j'espère que tout le monde a retiré son argent du livret A, parce que si vous avez laissé votre argent au livret A, là je vous comprends plus. Là vous êtes en dessous de tout. Là. Il faut tout retirer, là. Il faut tout enlever, maximum enlever, et puis commencer à prendre de l'argent de votre compte, quoi. Enfin, commencer à accumuler l'argent, parce que s'il se passe quelque chose de grave un jour, vous aurez rien. Même si vous n'avez le droit de retirer, je crois en France, je sais plus, 300 euros ou 600 euros par semaine, ou je sais plus, bah retirez-les. Bon, si ça se trouve, vous avez 60 euros sur votre compte, vous me direz. Bon. Mais si vous avez beaucoup, ou plus, ben, commencez à les garder à la maison, dans un endroit secret, bien caché, introuvable, planqué derrière une planche de bois du mur, j'en sais rien, dans le parquet, ou quelque part, dans le jardin, enterré, avec un panneau, avec une flèche marquée trésor ici, pour que personne ne le trouve, sauf les pirates, des Caraïbes. Bon voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais vous dire tout ça. Donc c'est pour ça que les gens, pour moi, qui envoient de l'argent pour les mères et les femmes des soldats russes, ils savent ce qu'ils font. Leur argent va à ces femmes et ces mères de soldats pour les aider elles. Et c'est vous qui décidez ça. C'est vous qui le décidez de le faire. C'est pas vos impôts qui sont utilisés à faire n'importe quoi. Là, c'est vous qui le faites. Alors, bon, beaucoup ne peuvent pas, hein, mais je l'ai déjà dit, je comprends très bien. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai ma copine qui est avec moi, là. Elle me lâche jamais. Et quand il y a les ouvriers qui viennent, là, qui ont fini les travaux d'ailleurs, là, elle est toujours avec eux aussi. Quand ils mangent, elle est toujours à côté. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère ne pas avoir cette vidéo démonétisée pour que vous la puissiez la voir demain 6 juin. Sinon, bah, vous la verrez le 8 ou le 9 ou le 10, j'en sais rien. Le temps que l'humain voit la vidéo et décide qu'effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette vidéo. Je n'appelle pas au meurtre de personne. Bon, YouTube est complètement à l'ouest avec ça. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens me disent que c'est de la propagande de l'État, et puis c'est de la censure, etc. Non, 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 je pense pas. C'est que leur algorithme est complètement nul en fait. Et ils veulent pas le reconnaître. Parce que s'ils le reconnaissaient, il faudrait qu'ils fassent quelque chose, et s'ils devaient faire quelque chose, ça leur coûterait un bras. Donc du coup, bah, ils font comme si tout allait bien. Quoi. Voilà, et ben allez, arrivée d'air chaud, et puis, et puis toi la matelas. Voilà, ceux qui comprennent pas, bah tant pis pour eux.